Bonjour. Cher Marc Fumaroli, cher Carlo Ossola, bonjour. Bonjour à tous pour cette deuxième séance du cours donc, sur les objets du désir, spoliation, trophée, conquête, une constante anthropologique, point d'interrogation. Nous allons évoquer aujourd'hui la question des translocations patrimoniales et des fécondations esthétiques qu'elles ont pu induire dans l'histoire. Je voudrais, avant de me lancer dans l'épisode numéro 2, donc résumer le premier épisode en quelques mots simplement. La semaine dernière, j'ai pris avec vous la position des victimes de dépossession d'œuvres d'art, la position des lieux où les œuvres d'art ne sont plus, des lieux où se crée une absence d'œuvres d'art, pour essayer de voir si dans les discours, dans les réflexes, on trouvait des constantes depuis l'Antiquité. Le propos était articulé en 4 temps la semaine dernière, il le sera en 3 aujourd'hui. Ces 4 temps s'intitulaient « Les mots pour le dire », où il a été question de la difficulté qu'on éprouve quand on est à cheval sur des aires linguistiques différentes à parler de ça. Comment parler de spoliation? Dit-on spoliation dans tous les pays? Dit-on spoliation pour tout? Cette réflexion sur la terminologie m'a induite, après avoir constaté que notamment en France, les termes étaient difficiles à utiliser ou plus chargés d'implications politiques ou idéologiques ou culturelles, je proposais le terme, pour parler de ces choses-là, de translocation patrimoniale, c'est-à-dire un terme qui met l'accent sur les lieux où les œuvres sont, ou alors sur les lieux où elles ne sont plus, où elles ne sont pas encore. Le terme de translocation permettant d'opérer des changements d'échelle, de voir ce qui se passe à l'échelle locale, dans un monastère, dans une salle où une œuvre n'est plus, mais aussi à l'échelle globale, à l'échelle du monde, quand on voit les grands mouvements, les grands déplacements d'œuvres d'art. Le deuxième temps s'intitulait la semaine dernière « Tant que durera la perte ». On a regardé ensemble 3 grands textes, l'un du VIe siècle avant Jésus-Christ, un texte consigné sur un cylindre mésopotamien où on voyait une sculpture attendre 1635 ans, une déesse, son retour dans le lieu qu'elle aime, après avoir passé 1635 ans dans le lieu qu'elle n'aime pas, puis un texte de 1800 de Heidenreich qui nous rappelait combien les déplacements, les prises de possession en temps de guerre de patrimoine pouvaient être ressenties comme une humiliation de l'identité, une humiliation de ce qui fait de nous des hommes ou des cultures, une humiliation qu'on n'oublie pas. Et le troisième texte qu'on a regardé ensemble est le fameux texte de Victor Hugo sur le sac du Palais d'été par les troupes françaises et britanniques en 1860. Le troisième temps s'intitulait « Douleur fantôme ». Là, on a vraiment plongé dans les lieux de l'absence en s'interrogeant sur la question des défis méthodologiques, notamment, qu'induit une historiographie asymétrique. En général, les vainqueurs racontent peu dans l'histoire, dans le temps long, ou étudient peu leurs prises, ou la manière dont se sont opérées ces prises, tandis que les vaincus, les victimes, comme j'aime à les appeler, ont un intérêt réel et actif à reconstituer les événements, intérêt rendu difficile par l'absence généralement de source, puisque c'est le vainqueur qui possède la source. C'était une sorte d'appel pour l'époque actuelle à la transparence, puisque moins le vainqueur raconte, plus le vaincu, plus la victime a envie de savoir, ce qui induit éventuellement des grands fantasmes ou de grandes légendes patrimoniales sur des œuvres qu'on croit vouloir pouvoir récupérer et qui en fait finalement n'ont pas été l'objet de saisies violentes. Et le dernier volet s'intitulait « Le musée impassible », et s'interrogeait sur la qualité d'évidence que les musées aujourd'hui ont encore pour nos sociétés. Cette qualité d'évidence qui était encore la nôtre quand nous étions enfants, aller au musée était une évidence institutionnelle, la question ne se posait pas. Si ces musées n'étaient pas maintenant, à l'heure actuelle, dans une problématique qui les obligerait peut-être à rappeler quelles sont leurs fonctions, l'une de ces fonctions ayant émergé dans la discussion la semaine dernière, qui est, c'était Didier Schulman qui a formulé l'idée que le musée est une machine à rendre visible, et se fait à rendre visible des objets qui ne le sont pas. C'est une des fonctions. Ici, j'avais montré et évoqué la semaine dernière une campagne contre les musées de Berlin, qui notamment, en montrant une œuvre africaine, là à gauche, s'interroge sur la possession. Vous voyez Preußischer Kulturbesitz, les musées de Berlin s'appellent les musées du Preußischer Kulturbesitz, donc de la propriété prussienne, et ici, ces musées sont remis en question. Mais nous voilà enfin
arriver au deuxième temps où je change de perspective, je quitte la perspective des victimes, cette perspective des victimes qui permettait aussi de faire quelque chose qui, pour un historien, est difficile, c'est-à-dire de comparer. Et de comparer, par exemple, ou de mettre en lien les spoliations qui ont été infligées aux communautés, aux collectionneurs juifs au XXe siècle avec des spoliations pendant l'Antiquité. Évidemment que ça ne se compare pas et qu'on n'aime pas à le faire quand on est historien, mais quand on prend le point de vue, les discours, les réflexes, les réactions des victimes, on peut mettre ça sur un plan pour tenter de voir des constantes. Cette fois, je change, je quitte la perspective de la victime pour me mettre dans la peau d'un objet ou de trois objets que je vous montre et qui me permettront, l'un autour de 1800, l'un autour de 1900 et l'un autour de maintenant, de voir comment ces objets transposés, transloqués, déplacés peuvent, indépendamment des discours qui les ont fait se déplacer, induire une fécondation, ce que j'appelle une fécondation esthétique, c'est-à-dire produire des choses qui ressemblent à de l'appropriation, de la transformation par les cultures qui les accueillent, venant d'autres cultures. Ces trois objets qui vont nous servir de guide dans cette exploration sont d'une part le jugement dernier, un triptyque de Hans Memling, exposé actuellement au Musée national de Gdansk, à Danzig, en Pologne, et peint en 1471, qui a fait l'objet en 1800 de fécondation esthétique ou qui en a induite. Le second objet dont il sera question est une tête du pharaon Aménophis IV, retrouvée dans l'atelier du sculpteur Thoutmôsis, qui était supposé être le sculpteur officiel du pharaon Akhénaton à la fin de son règne. Nous serons donc avec cet objet au XIVe siècle avant Jésus-Christ, mais son appropriation et ce qu'il a induit comme effet esthétique nous conduira un peu avant la Première Guerre mondiale, en 1913, à Berlin. Et le troisième objet, grâce auquel j'aimerais poser ces questions de la transformation en art de déplacements patrimoniaux, le troisième objet que je vous montre ici, à titre, qui représente un autre groupe d'objets, est une tête de chien en bronze, plaquée or, réplique de l'une des têtes d'animal du palais d'été de Pékin, que nous avons évoqué la semaine dernière. L'original en bronze est daté des années 1750, du milieu du XVIIIe siècle. Cette réplique est due à l'artiste conceptuel dissident chinois Ai Weiwei et elle date environ de 2011. Il y a plusieurs répliques, donc il est difficile de dater exactement le moment de celle-ci. Il a commencé ses répliques en 2010. Les trois parties qui vont porter, ou que ces trois objets vont porter, s'intitulent donc, premièrement, Paris, capitale du romantisme allemand, sans point d'interrogation. On va voir si ça marche. Secondement, le futur du passé, où il sera question de la présence de la culture d'Amarna et d'Akhénaton à Berlin. Et troisièmement, avec Ai Weiwei, local, national, global. Paris, capitale du romantisme allemand. Les flèches ont été un peu décalées par PowerPoint, mais elles montrent toutes le mouvement des œuvres d'art saisies par la Révolution et par l'Empire en Europe et centrent toutes, comme nous ne le voyons pas, sur Paris. Paris, qui se déclare alors, et qui est peut-être, la capitale de l'univers. Les objets saisis en Europe sont transportés en partie au Louvre, et vous voyez dans cette aquarelle de Charles Norry de 1799, combien le Louvre est au centre du monde en quelque sorte. On voit en bas le torse du belvédère sur un chariot en train d'être entré dans le Louvre, et puis en haut, directement au-dessus de l'Antiquité, le télégraphe de Chappe qui est au centre du réseau de communication européen. Une belle allégorie du lien entre l'Antiquité, le musée et la communication européenne. Une partie des œuvres saisies en Europe, donc on l'a déjà évoqué la semaine dernière, sont conduites au Louvre. Une autre partie, pour ce qui est des livres et des manuscrits, à la Bibliothèque nationale, que vous voyez représentée ici pour des projets de travaux de 1810, dans ces locaux de la rue de Richelieu actuelle, toujours à la Bibliothèque nationale donc. Ces objets étant répartis selon leur
genre entre ces deux institutions qui elles-mêmes ne les rendent visibles que partiellement. Tout ce qui arrive au Louvre n'est pas montré au Louvre, mais tout ce qui est montré a une carrière internationale. Ce qui n'est pas montré, on pourra en parler tout à l'heure dans la discussion éventuellement, ce qui n'est pas montré n'est pas visible à l'échelle internationale, tandis que tout ce qui arrive au Louvre est plutôt visible. On y reviendra. J'évoquais et je montrais déjà la semaine dernière ce vase de porcelaine de 1813 où les objets phares de la grande campagne menée en Italie sont représentés, les manuscrits de la Vatican, de la Bibliothèque Vaticane, les antiques du pape à Rome qui n'avait pas bougé depuis le XVIe siècle, le groupe du Laocoon, et la Vénus Médicis qui a un peu bougé mais qui arrive quand même en 1800, un peu plus tard que les autres d'ailleurs, en 1803 à Paris, l'Apollon du Belvédère qui lui-même était dans les collections pontificales depuis le XVIe siècle, et puis vous voyez aussi tout à fait à gauche le tableau star de cette grande campagne, la Transfiguration de Raphaël, le dernier tableau de Raphaël qui, à l'époque, autour de 1800, Raphaël est l'objet d'un culte européen immense qui va être augmenté encore par cette présence de son œuvre presque complète à Paris. Ces œuvres d'art sont à Paris, celles qui sont au Louvre sont visibles pour les érudits, les voyageurs européens qui viennent visiter le Louvre à partir de 1800, Paris devenant un pôle d'attractivité très fort. Et cette visibilité est décuplée par une politique de publication très intensive, menée par différents éditeurs qui sont en concurrence les uns avec les autres et qui, outre des descriptions et des études de ces œuvres, les gravent, et par la gravure, ces œuvres transportées à Paris, donc non seulement les objets stars venant de Rome, mais aussi les objets, par exemple, venus des provinces allemandes ou de musées plus discrets de l'espace européen, acquièrent une visibilité considérable. Vous voyez ici, extraite du musée français de Cros-Magnan, une très belle gravure de la Transfiguration de Raphaël. Ce n'est qu'un exemple. Vous voyez que ces ouvrages, ces recueils de gravures paraissent en une grande quantité de volumes, d'une part, et aussi on peut dire dans une grande quantité de formats. Il y a des formats très chers comme celui-ci, qui est plutôt un cadeau, un grand in-folio, mais des formats de poche pour 1 franc que l'Europe pouvait acquérir facilement. Cela touche, ou la visibilité touche principalement la peinture et la sculpture. Vous voyez ici un Antinous venu de Berlin, gravé pour la première fois à Paris, et induit ce qu'on peut, en exagérant un peu, en exagérant le trait, induire ce qu'on peut appeler la naissance de l'histoire de l'art, en tout cas d'une réflexion historique sur les arts, qui, par la comparaison rendue possible par la présence synthétique de l'œuvre de l'art européen à Paris, fait de grands progrès. Vous voyez ici un texte central de Ennio Quirino Visconti, le conservateur des antiques du Louvre, sur la sculpture ancienne, un texte, discours historique, et l'histoire de l'art, le terme d'histoire de l'art apparaît de manière de plus en plus fréquente dans ces textes. Ce texte a été cité, recité et beaucoup utilisé par les érudits européens à partir de sa publication au début du XIXe siècle. On trouve aussi des curiosités, comme cette anatomie applicable aux beaux-arts par Jean-Galbert Salvage. Vous voyez l'Apollon du Belvédère, qui sert d'objet à une réflexion anatomique, ici, puisqu'on on voit comme à travers sa peau, ses muscles d'une part, et son squelette, l'Antiquité servant aussi de prétexte à d'autres sciences dans une logique interdisciplinaire. Ce musée Napoléon, tel est son nom à partir de 1804, ce musée Napoléon est un musée européen, une sorte d'Eurovision des arts, et je vous montre ici, parce que ça me paraît significatif, le premier numéro du XIXe siècle de la revue Allgemeine Literaturzeitung. Vous voyez, c'est l'année 1801, Erster Band, Januar, donc le premier numéro du XIXe siècle en quelque sorte, qui est doté ici d'un plan du musée des Arts, Antikengalerie à Paris. Ce lieu est un lieu que les Allemands et toute l'Europe vont visiter et vont s'approprier progressivement. Le résultat de cette présence à Paris des œuvres d'art est tel que même
les victimes de dépossession, lorsque les œuvres d'art ont été restituées après 1815, reconnaissent que le musée a eu un effet favorable sur leurs œuvres. Je vous montre ici le texte du directeur du musée Fridericianum à Kassel, Friedrich Gottlieb Welcker, écrit en 1818, qui dit, je lis le début juste en allemand, « Schmerzlich war freilich für jede deutsche Hauptstadt der Verlust ihrer Kunstwerke gewesen, aber doch hatte ihnen weder die Wanderung noch der Aufenthalt in dem neuen Schauplatze Nachteile gebracht », ce qui veut dire, certes, les capitales d'Allemagne ont senti douloureusement la perte de leurs œuvres d'art, et pourtant ni leur transfert, ni leur séjour dans ce nouveau lieu ne leur ont été néfastes. Il continue en disant « Certaines œuvres, inconnues ou trop peu considérées, ont reçu là-bas, à Paris, les honneurs qu'elles méritaient, même si l'on n'indiqua presque jamais, ou de manière imprécise, le lieu d'où elles avaient été tirées. J'irai même plus loin. La comparaison, désormais facilitée avec les monuments de même nature réunis en un seul lieu, a permis d'interpréter certaines de ces œuvres de manière plus exacte et plus sûre. Diffusion publique du savoir, éthique du musée, lieu de visibilité. Ici, le directeur d'un musée qui s'était mis très en colère contre Dominique Vivant-Denon au moment des spoliations de 1807, après le retour des œuvres, est un discours d'utilité publique. À cette réception ou cette appropriation du musée par les érudits et par les visiteurs, il faut ajouter quelque chose qu'on a peu ou mal étudié ou pas encore systématiquement, c'est l'appropriation du musée par les artistes. Je vous montre ici une double page du célèbre, mais trop peu étudié à mon sens, carnet de dessins, d'esquisses de William Turner, qui était au Louvre en 1802, qui a copié ici un tableau du Guerchin saisi à Modène. Sur la page d'après, une mise en tombeau de Titien, qui était déjà dans les collections royales françaises, mais qui a été visible au Louvre. Et encore, les pages sans doute les plus touchantes et les plus fascinantes sont celles où il a simplement noté, alors on voit un simple griffonnis sur la page de droite, des chiffres qui correspondent à des codes de couleurs. Et ici, en particulier, il s'agit des codes de couleurs de la transfiguration de Raphaël que je montrais tout à l'heure, avec tout en haut, on voit yellow, en jaune, le transfiguré. Le lieu le plus extraordinaire et le plus curieux qui marque cette activité des artistes dans le Louvre est sans doute le Raphaël-Saal, la salle de Raphaël à Potsdam, un musée improbable où ont été réunies au milieu du XIXe siècle toutes les copies de Raphaël qui avaient été faites à Paris par des jeunes artistes allemands, un lieu qu'on peut visiter encore aujourd'hui dans l'orangerie du parc de Sans Souci. Si vous avez l'occasion d'être à Berlin, allez-y. C'est un vrai musée du faux et du culte de Raphaël. Mais ce qui m'intéresse plus maintenant, et c'est pour ça que cette partie s'intitule donc la capitale du romantisme allemand, ce sont les œuvres qui ne correspondent pas au canon de l'histoire de l'art autour de 1800, à ce qu'on aime déjà au XVIIIe siècle, les œuvres qui choquent les habitudes visuelles ou qui étonnent les habitudes visuelles des Européens et en particulier des Parisiens. En 1784, des Parisiens et de ceux qui viennent à Paris. En 1794 sont transportés à Paris les panneaux centraux de l'Agneau mystique de Van Eyck, de Gand, où ils se trouvaient conservés depuis leur peinture au XVe siècle, depuis leur réalisation au XVe siècle. En 1800 sont saisis à Munich des œuvres d'art qu'on appelle à l'époque, que Dominique Vivant-Denon, notamment, directeur du Louvre, appelle les primitifs allemands. Sont saisis notamment un petit groupe d'œuvres de primitifs allemands, notamment la bataille d'Alexandre d'Aldorfer, peinte en 1529, notamment. Il y en a d'autres. En 1809, Dominique Vivant-Denon saisit à Vienne un groupe d'œuvres, notamment une copie de cette Vierge au rosaire de Dürer. Et ces œuvres arrivent à Paris dans un contexte où elles n'existaient pas auparavant. Et la question qui se pose maintenant, c'est quel effet elles ont produit. Il faut ajouter aussi des dessins, de grandes quantités de dessins arrivés des cabinets de Vienne, notamment de Brunswick et du collège jésuite de Cologne, de dessins donc, de la Renaissance allemande, qui eux aussi sont en partie exposés au Louvre et vus par les visiteurs allemands. Tout ça, c'est... je fais un zoom sur ce groupe d'œuvres-là qui ne constitue qu'un tout petit pourcentage de ce que Dominique Vivant-Denon a vraiment saisi dans le domaine allemand, puisqu'il saisit principalement de la peinture italienne et flamande et hollandaise. Les œuvres
allemande étant en quelque sorte son hobby particulier. Il adore ça, il en cherche partout. On sent, et les conservateurs allemands s'interrogent, se demandent pourquoi ça l'intéresse tant. L'explication n'est pas seulement historique, c'est pas seulement pour combler la chronologie du musée, c'est parce que ça l'intéresse d'un point de vue esthétique, comme toute une génération. On va en parler. J'arrive enfin donc au retable de l'église Sainte-Marie de Gdansk, où vous voyez, c'est donc le jugement dernier, le motif du jugement dernier, vous voyez sur le panneau central le Christ et Saint-Michel qui trient les âmes des morts, sur le volet de gauche les élus qui montent au ciel, et sur celui de droite les damnés qui chutent en enfer. Alors ce tableau lui-même a une histoire incroyable. Il est arrivé en 1807 à Paris. Il avait été peint vers 1771 et à Bruges par Memling. Il était considéré à l'époque, autour de 1800, comme un tableau de Van Eyck. Il a été peint à Bruges pour un commanditaire italien qui dirigeait à Bruges une filiale de la Banque des Médicis. Et ce tableau, une fois fini, est parti sur la ligne Bruges-Pise-Constantinople en bateau pour descendre de Bruges en Italie, a été attrapé par des corsaires de la Hanse qui l'ont pris et l'ont apporté à Danzig. Et rien n'y a fait, ni même une bulle du pape. Ce tableau n'a jamais été restitué. Il arrive donc d'une église de Danzig, l'église Sainte-Marie, à Paris, au musée Napoléon, au Louvre, en 1807. Vous voyez ici sur la droite une représentation de ce tableau dans l'église qui l'illumine proprement. Enfin, le tableau raconte combien ce jugement dernier illumine l'église. Il est saisi par Dominique Vivant-Denon et nous avons des témoignages très précis de la manière dont les Allemands, les visiteurs allemands ou des artistes allemands ont pu voir ce tableau. L'un de ces témoignages est dû à une jeune berlinoise de 20 ans, Helmina von Chesi, qui avait décidé de faire une carrière de journaliste à Paris et qui, dans ses mémoires, raconte, je lis rapidement un peu en allemand et puis je traduis tout de suite, Das geraubte Gemälde aus Danzig, das jüngste Gericht, damals Van Eyck zugeschrieben, war eben im Museum aufgestellt. Donc le tableau volé à Danzig, le jugement dernier, autrefois attribué à Van Eyck, venait juste d'être exposé au musée. Nous sommes en 1807-1808. Vous voyez la page de la notice du musée Napoléon où ce tableau est commenté, un très long commentaire, ce qui est en soi un signe, un si long commentaire, un signe de dévotion ou d'intérêt particulier, puisque les autres, souvent, n'ont qu'une petite ligne. Je continue. Helmina von Chesi raconte, dit Olivier, les frères Olivier m'amenèrent au musée. Ferdinand, c'est lui, dans un dessin, un portrait de Karolsfeld. Ferdinand Olivier est un peintre nazaréen, son frère aussi, Heinrich Olivier, qui ont eu une carrière importante au XIXe siècle. Et il est venu vivre à Paris de 1807 à 1810 pour apprendre la peinture tout jeune homme, il a 20 ans. Ferdinand jubilait avec des yeux humides. Ses larmes, difficilement contenues, étaient vouées au vol qu'on avait fait à l'Allemagne. Donc il pleure d'un œil parce qu'on a volé ce tableau à l'Allemagne. Der Jubel dem Anblick des alten Meisterwerks, mais en revanche, il jubilait parce qu'il voyait cette œuvre d'art ancienne. Et puis elle nous raconte ensuite que Heinrich, qui pouvait beaucoup moins pleurer, est mort d'ailleurs parce qu'il contenait trop ses émotions. Il n'arrivait pas à pleurer et à rire en même temps. Voilà. On sait que Heinrich Olivier et Ferdinand Olivier ont vu ce tableau à une période où le Louvre était fermé pour travaux, en 1808-1809, et on a le laissez-passer que Dominique Vivant-Denon a écrit pour cette Helmina von Chesi, laissez-passer qui, au passage, se trouve aujourd'hui à Cracovie. Vous voyez le tampon de la bibliothèque de Berlin, mais en 1945, il s'est retrouvé à Cracovie, et c'est maintenant à Cracovie qu'il faut chercher ces documents. On sait très bien les activités qu'a pu avoir Ferdinand Olivier et qu'ont pu avoir lui et son frère à Paris, à cause d'une correspondance presque quotidienne qu'ils ont eue avec leur commanditaire, le prince de Dessau, qui leur avait passé commande à Paris d'un tableau, un tableau de Napoléon. Alors, on sait par ces lettres quotidiennes que les frères Olivier ont vu aussi la bataille d'Alexandre de Altdorfer. Et voilà le tableau de Napoléon, le portrait équestre de Napoléon que les frères Olivier ont réalisé à Paris en 3 ans,
un portrait qui montre un Napoléon romantique, en quelque sorte très figé, qui ressemble plus à un Saint-Georges terrassant le dragon médiéval qu'à Bonaparte passant le Saint-Bernard, avec cette perspective qui rappelle aussi derrière ce long paysage la bataille d'Alexandre. Ce tableau, soit dit au passage, est le seul tableau équestre non français réalisé sous le consulat. Il y en a seulement 3 de cette taille-là. Je les ai ici pour m'amuser, montés les uns à côté des autres. Ils font tous à peu près 3 mètres sur 2 mètres 50. Et ce serait intéressant d'ailleurs de les mettre les uns à côté des autres. Et on comprend dans la comparaison combien l'esthétique de ces peintres nazaréens allemands nourris à Paris de cet art médiéval qu'ils n'avaient pas vu avant dans les collections allemandes peut mener à une telle, un tableau qui, je le dis comme me l'ont dit mes enfants, qui n'est pas moche et qui n'est pas mal peint, puisque ces peintres-là savaient très bien peindre, qui est exprès comme ça. Voilà, c'est formulé de manière un peu banale. Et c'est exprès comme ça, comme aussi le Napoléon sur le trône de Ingres de 1806 n'est pas maladroit, malhabile, mal proportionné. On y ressent un vrai goût de la bizarrerie, vous le savez, que Ingres lui-même était allé pêcher sur l'agneau mystique de Van Eyck, puisqu'on sait qu'il l'a étudié en détail et qu'il a repris le Christ Pantocrator pour figurer Napoléon. En 1815, les œuvres d'art quittent Paris. Vous voyez l'artiste français pleurant les chances de la guerre devant le Louvre et le Laocoon qui repart en Italie. Le retable de Sainte-Marie de Danzig, attribué à Van Eyck, tel qu'il est mentionné ici dans l'inventaire Napoléon avec son origine de Danzig, est remis à la Prusse, qui s'occupe des intérêts de Danzig, est remis à la Prusse et repart, non pas à Danzig, mais à Berlin, qui veut le garder. Qui veut le garder pour qu'il ne soit pas à nouveau invisible dans une église au fond d'une région où personne ne va. S'ensuit un très important débat sur lequel on pourra revenir dans les séquences suivantes sur la question de la centralisation ou de la dispersion des œuvres d'art en Europe. Et les Berlinische Nachrichten, c'est-à-dire le quotidien de Berlin, publie au retour de ce tableau un texte merveilleux où, sur plusieurs pages, le tableau s'adresse à ses amis. Il parle lui-même, on est à nouveau en présence d'un tableau victime de translocation qui se met à parler. Alors je vais vous dire ce que dit le tableau de Danzig. Vous voyez dans le titre « Wort des Danziger Bildes, das jüngste Gericht vorstellend an seine Freunde ». Parole du tableau de Danzig représentant le jugement dernier à ses amis. Avant que n'arrive le Rédempteur, vint l'Antéchrist. Pour ajouter à son empire de mensonges, il m'a dérobé moi aussi comme un joyau de guerre. Lorsque ces griffes m'ont découvert et se sont emparées de moi dans le dernier coin perdu de l'Allemagne dépouillée, je venais de passer des siècles enterré, toujours au même endroit, dans une église de Danzig. Quelques générations de sacristains m'avaient montré à des voyageurs qui, dans cette contrée, sont rarement des artistes. Une fois, on avait écrit sur moi. Mais je suis vraiment célèbre seulement depuis que les malheurs de la guerre ont fait affluer grande quantité de gens à Paris. Je mentirais en disant que ce voyage m'a été inutile. D'abord, il m'a donné l'occasion de me mesurer à d'autres tableaux et je m'en suis plutôt bien sortie. Ensuite, on a commencé à faire des recherches sur moi. Ça a été comme une résurrection. Et maintenant que je suis présentée aux yeux de tous, ici, dans ma patrie, je m'étonne de voir combien le regard que les gens portent sur moi a changé. On me comprend, on m'aime. Moi, tableau de Danzig, exemple vivant d'une existence jusqu'ici, hélas, trop peu féconde, j'en appelle instamment à vous pour que vous exhortiez votre roi à exposer ses trophées de guerre dans un musée allemand et prussien à Berlin, afin qu'il contribue, en temps de paix, à raviver les arts. Alors là, on a un exemple merveilleux de ce que Michel Espagne, par exemple, a appelé, ou pas par exemple, a appelé les transferts culturels, c'est-à-dire le fait que dans le regard de l'autre, la nation allemande, ou celle qui est en train de se constituer comme nation allemande, comprend qui elle est. Le tableau était parti, était invisible jusque-là, et les autres tableaux des collections publiques allemandes n'étaient pas exposés, des tableaux de l'école allemande ancienne n'étaient pas exposés dans les collections en général, dans les grandes collections publiques. Ce tableau vient à Paris, et après son retour,
il est visible, il est aimé, et il est même instrumentalisé à des fins nationales ou nationalistes. Il porte le numéro 1 de l'exposition des œuvres récupérées à Paris, à Berlin en 1815, et il doit constituer la première œuvre, la plus importante du musée prévu à Berlin, qui ouvrira ses portes en 1830. Mais les Danzicois argumentent en disant « vous n'allez pas faire comme les Français maintenant », non, et le récupèrent en 1816. En échange, les Berlinois avaient essayé de leur, fourguer, de leur donner, de leur céder une copie de la Transfiguration de Raphaël. Ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été confisqué par les Allemands et qui l'ont mis en Thuringe. Puis il a été confisqué par l'Armée rouge en 1945 qui l'a mis en Russie. Il est retourné à Danzig en 1900, dans les années 50, au milieu des années 50. Et depuis, il est au musée de Danzig et non plus dans l'église. Dans l'église, on trouve une copie. Que comprendre de tout ça? Qu'en effet, par cette grande machine à rendre visible que put être le musée Napoléon autour de 1800, les Allemands découvrent leur patrimoine, un patrimoine qui jusqu'alors n'avait pas été exposé et étudié dans leur propre collection. Le musée vous fait vous reconnaître vous-même en quelque sorte. On change de lieu, on change d'époque, on ferme les yeux et le rideau s'ouvre sur Tell el-Amarna en décembre 1912. Tell el-Amarna, c'est le site archéologique d'Akhénaton, la capitale construite par ce pharaon aux alentours de 1360 avant Jésus-Christ. C'est situé entre Thèbes et Memphis. Les photos ont été prises par le prince Johann Georg Herzog von Sachsen, le prince de Saxe, qui est photographe amateur et qui, avec sa femme, la princesse Maria Immaculata Cristina Pia Isabella von Bourbon-Sicile, visite l'Égypte, comme tout le monde autour de 1912, et visite la fouille archéologique qui est alors en train par la Deutsche Orientgesellschaft à Tell el-Amarna. Ce sont des photos d'amateurs sur des plaques de verre jamais publiées qui sont conservées à l'université de Fribourg, au département d'archéologie de l'université de Fribourg en Allemagne. Elles ont le charme des photos parfois ratées, qui racontent plus que les photos mises en scène. Vous voyez sur cette seconde scène un instructeur, ici, qui explique avec un fouet à la main à une armée d'enfants égyptiens dotés de paniers comment transporter le sable qui est excavé pour dégager ce que les archéologues sous la direction de Ludwig Borchardt cherchent alors à l'époque, c'est-à-dire la ville d'Amarna, et en particulier, ils sont sur le point de trouver, ou ils ont trouvé, un atelier de sculpteur, l'atelier du sculpteur Thoutmôsis que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils trouvent pour la première fois dans un contexte où on connaissait la période d'Amarna et la rupture que Akhénaton avait induite avec les autres pharaons, puisqu'il a arrêté le culte d'Amon, comme l'avaient fait ses ancêtres, et a proposé un monothéisme, le culte du soleil. On trouve ici, à ce moment-là, pour la première fois, de l'art, des œuvres d'art liées à cette époque, alors qu'on avait jusqu'alors trouvé des textes. Donc, pour la première fois, les archéologues, c'est ici Ludwig Borchardt, l'archéologue qui s'occupe de cette fouille célèbre, trouvent dans l'atelier du sculpteur Thoutmôsis, et puis on voit bien la répartition des tâches, les Européens dehors, les Égyptiens dedans, dessous. Ils trouvent progressivement, en quelques jours, des douzaines de têtes de l'époque amarnienne qui étaient en cours de travail, vous en voyez une ici, dans l'atelier de Thoutmôsis. Et ces fouilles sont particulièrement célèbres parce que c'est celles qui ont donné le jour ou qui ont permis à la reine Néfertiti de voir le jour, donc en décembre 1912. Là encore, on voit l'Égyptien qui porte la tête et l'Européen qui fait semblant de la porter en dessous. Comme je le disais tout à l'heure, l'époque d'Akhénaton, Echnaton en allemand, est une période qui fascine les années 1900, 1910, 1912, qui les fascine parce que Echnaton est considéré, Akhénaton, Aménophis, c'est tous ces noms différents, est considéré comme l'inventeur du monothéisme, qu'il est mis en rapport avec Moïse par certains. Il intéresse à la fois les archéologues et les historiens.
et les spécialistes de la Bible, mais aussi, et c'est intéressant et important, la psychanalyse. Dans le premier numéro de la revue Imago de Freud, le premier article est consacré par Karl Abraham à Akhenaton. On sait donc beaucoup de choses de cette période, sauf qu'on ne connaît pas en 1912 son art, très différent de l'art égyptien traditionnel, et qui fait, à Borchardt en tout cas, à cette équipe qui voit ses œuvres, un effet considérable. À ce moment-là, en Égypte, le directeur du service des antiquités, c'est-à-dire le service qui gère l'exportation des antiquités trouvées lors de fouilles, est le grand cosmopolite, le grand savant, le grand égyptologue Gaston Maspero, que vous voyez ici lors de fouilles. Il a été 2 fois directeur du service des antiquités d'Égypte, de 1881 à 1886 et de 1899 à 1914. Et sous son mandat, sous sa direction au Caire et à Boulaq, se met en place une vaste politique d'exportation de ces fouilles. L'idée de Maspero, c'est que les travaux d'irrigation menés notamment par les Britanniques sont tellement rapides que le sable et la terre égyptienne est en train de se mouiller, de s'imbiber, et que si on ne va pas très très vite pour sauver tout ça, tout sera perdu. Donc il fait une sorte d'appel, il appelle ça lui-même une levée en masse des chercheurs européens et mondiaux pour faire ces fouilles très coûteuses, et dit lui-même dans plusieurs rapports que pour que ça marche, il faut évidemment que les fouilleurs, que les personnes qui cherchent soient rémunérées en objets, c'est-à-dire qu'elles puissent emporter ce qu'elles veulent. Ça explique que des œuvres très importantes aient pu quitter l'Égypte sous sa direction. Il a une politique très ouverte et très peu nationale finalement. Ces têtes d'Amarna, trouvées donc en décembre 1912 dans le sable de Tel El Amarna, vont être exportées sans pratiquement aucune difficulté de la part de Maspero, sans aucune difficulté, il ne veut même pas les voir, vont être exportées directement, sans même passer par la case du Caire, vont être transportées sans décodage préalable par des intellectuels ou des égyptologues, etc. Ils vont être transportés directement du sable au Neues Museum à Berlin. Et là, il se produit quelque chose de fascinant. Elles arrivent à Berlin au début de l'année 1913 et vont être exposées à l'automne 1913 dans le musée égyptien qui se trouve dans le Neues Museum de Berlin. Berlin, qui à cette époque-là est aussi la capitale des avant-gardes. Je vous montre ici un prospectus de la galerie de Walden, de la galerie der Sturm, la célèbre galerie de Herwart Walden der Sturm, qui d'un côté insulte en quelque sorte, ou a récupéré dans la presse des termes contre leur exposition, le premier Herbstsalon, le premier salon d'automne. Alors, dans la presse, on les accusait de montrer des Hottentots en chemise ou des Hordefarbe, Spritzende Brüllaffen, c'est-à-dire des singes criants qui envoient des couleurs dans tous les sens. Voilà, ils récupèrent ce que la presse disait d'eux pour en faire de la publicité pour leur exposition. Leur exposition qui montre, on le voit en haut, des expressionnistes, cubistes, futuristes d'Allemagne, d'Amérique, de Bohême, de France, de Hollande, etc., etc. Donc qui insiste sur son internationalité. L'exposition, le Erster Deutsche Herbstsalon, est une exposition légendaire pour l'histoire de l'art au XXe siècle en Europe. Et elle se tient exactement, vous voyez, de septembre à décembre 1913, exactement au moment de l'exposition à Marna, où vont être exposées les œuvres trouvées par Borchardt. Le Walden lui-même considère que der erste deutsche Herbstsalon ist die stärkste deutsche Kunstausstellung, c'est-à-dire l'exposition allemande la plus forte, la plus puissante. Évidemment, il se trompe, parce que l'exposition allemande la plus puissante à ce moment-là, c'est l'exposition d'Amarna, on va le voir dans un instant. En tout cas, même le futuriste Marinetti est venu à Berlin pour l'inauguration de l'exposition, et on est exactement au même moment où Duchamp invente sa roue de bicyclette d'un côté et Malevich le carré noir qui lui sert de décor dans son grand opéra La Victoire du Soleil à Saint-Pétersbourg. Tout ça se passe à l'automne 1913. À l'automne 1913, l'exposition des têtes trouvées à Amarna est une exposition blockbuster où tout le monde va, dont parle toute la presse et qui la compare, vous allez le voir dans un instant, à du vrai art contemporain. C'est ça les avant-gardes. C'est pas chez Herwart Walden, c'est ça. C'est cette présence réelle, c'est ces têtes qui vous parlent d'un coup.
De nombreux textes sont publiés, y compris donc, dans la presse populaire. Je vous montre ici, dans la Vossische Zeitung, qui est le journal quotidien de Berlin, une rapide remarque d'un journaliste lambda. Die Ausstellung im Ägyptischen Museum, wo die neuen Funde aus Tell el-Amarna gezeigt werden, ist ein großer Saisonerfolg geworden. L'exposition d'Amarna est un énorme Saisonerfolg, un succès de la saison. Man spricht fast so viel von alter ägyptischer Skulptur wie vom Tango. On parle presque autant de sculpture égyptienne ancienne que du tango. Und Amenophis IV ist geradezu populär. Et Amenophis est devenu populaire. On voit combien cette exposition a été... il y a eu de nombreux comptes rendus, combien elle a été vue. Même le mouvement ouvrier s'empare de l'exposition, comme dans les Sozialistische Monatshefte, où la sœur de Käthe Kollwitz, qui est critique d'art, écrit un long article sur cette expo, où elle explique notamment que ces têtes d'Amarna sont tellement présentes, sont tellement proches de nous, elles sont si loin et si proches à la fois, elles nous ressemblent tellement qu'on dirait vous le voyez en bas, des prolétariats auf der Straße. On dirait que simplement, on a pris des plâtres, des moulages de prolétariens dans la rue, et c'est pour ça que ça nous ressemble tellement. On a là un mouvement d'appropriation par la proximité totale de ces œuvres, qui sont d'un grand réalisme et qui donnent le sentiment aux Berlinois, sans culture égyptologique, sans rien, sans être préformés en quelque sorte, qu'ils peuvent y comprendre quelque chose parce qu'ils se comprennent eux-mêmes. Ça fait un effet de miroir. Le grand critique d'art Adolf Behne, qui est le promoteur des avant-gardes à ce moment-là et qui écrit aussi de nombreux articles pour la galerie Der Sturm de Walden, consacre un article en première page de plusieurs journaux, on voit là les Dresdner Neueste Nachrichten, sur Thutmose, où il le présente comme le plus grand artiste contemporain qui soit, mieux que tout le monde. Je vous présente, le début du texte dit « Je vais vous présenter un nouvel artiste ». Voilà. Ici, on a un raccourcissement de l'histoire radical par l'effet de musée, un raccourcissement de l'histoire qui est dû au fait que, comme cet art n'était pas connu auparavant, tout le monde a le sentiment de pouvoir se l'approprier facilement, sans barrière intellectuelle. Au même moment, sont présentées quelques centaines de mètres plus loin dans la Potsdamer Straße, notamment les sculptures futuristes et celles de Boccioni, qui sont mises dans la presse en rapport avec, par exemple, ce buste d'Amenophis IV présenté à Berlin. Vous voyez une photo historique du côté droit. Et la plus belle citation est celle où un critique d'art berlinois demande aux futuristes de s'incliner, de baisser la garde, puisque le nouveau vrai futuriste est né, Amenophis, qui avait détruit le passé, qui avait été antipasséiste, qui avait fait table rase de tout ce qu'il y avait eu avant lui, et qui est un vrai futuriste. Dans le texte, ce critique d'art, Stern, considère qu'il est bien mieux, bien sûr, que Marinetti, et que même il est mieux que Néron, et qu'on ne peut pas imaginer meilleur futurisme que ça. Et puis, les témoignages, donc là je vous ai parlé des témoignages venant du bas, du mouvement ouvrier, de la population berlinoise, mais on a aussi de grands témoignages littéraires sur cette exposition, notamment plusieurs lettres de Rainer Maria Rilke, qui a vu l'exposition plusieurs fois, à qui Lou Andrea Salomé écrit en février 14 « Rainer, il faut absolument que tu ailles revoir cette exposition, je viens d'y aller avec mon mari », et elle écrit dans cette lettre « Das wirst du wohl bemerkt haben, wie viele Amenophis IV dir ähnlich sehen », c'est-à-dire, tu as sûrement remarqué qu'Amenophis te ressemble. Et en effet, cette exposition, cette présence très forte de ces têtes tirées du sable du XIVe siècle avant Jésus-Christ, cette présence très forte donne prétexte ou incite Rilke à écrire une série de poèmes sur l'art d'Amarna et de textes très beaux. Je cite simplement une lettre rétrospective de 1922 à Lotti Wedel, inspirée par donc, cette tête d'Amenophis IV, aujourd'hui conservée au musée égyptien de Berlin. Rilke écrit à Lotti Wedel « Quel fut cet instant où le vent cessa dans la grande époque égyptienne ? Quel dieu retint son souffle pour que ces êtres, autour du 4e Amenophis, puissent accéder à une telle présence à eux-mêmes ? D'où, subitement, venaient-ils ? Et comment, juste après eux, le temps put-il se refermer,
qui leur avait donné un espace pour être, l'avaient comme détouré pour eux. En guise de conclusion, simplement, mais il me semble que ça doit être clair, cette venue à Berlin de ces œuvres non codées directement du sable au musée, à la Museumsinsel, dans la capitale des avant-gardes, induit des réflexes esthétiques, des appropriations esthétiques d'autres œuvres d'art qui font qu'aujourd'hui encore, l'art de la période d'Amarna et évidemment Nefertiti, qui n'avaient pas été exposés pour des raisons politiques à ce moment-là, sont devenus de vraies icônes, non seulement berlinoises, mais encore des avant-gardes européennes, et qui peut nous induire à penser qu'un patrimoine comme celui-là, bien sûr, appartient aux gamins égyptiens qui transportaient le sable, évidemment, mais appartient aussi quelque part à l'Europe qui se les a appropriés de manière si active et si affective, de telle sorte qu'on pourrait peut-être utiliser ou tenter d'utiliser l'idée du patrimoine partagé pour parler aussi de ces questions de restitution, ou pas, de telles œuvres d'art, et je pense évidemment au débat sur Nefertiti. J'en finis rapidement avec le troisième volet qui nous transporte à nouveau dans une autre époque, dans une autre configuration, où ce n'est pas le musée qui va rendre visible des œuvres, mais le marché, et c'est très significatif de notre époque. L'histoire que je vais raconter ici prend son début en 2009 et n'est pas encore réellement achevée, et l'événement qui en 2009 fait éclater ou germer ce projet de Ai Weiwei est un événement qui concerne le marché de l'art et pas le musée, ça me paraît important. Vous voyez ici une vue d'un des palais européens du palais d'été à Pékin, reproduite ici, ou enfin dessinée ou gravée par Yi Lantai dans le volume des palais, pavillons et jardins construits par Giuseppe Castiglione. Ce sont 20 planches gravées des années 1780 qui représentent donc l'architecture européenne ou pseudo-européenne que l'empereur chinois avait souhaité pour son palais d'été. Ce pavillon-là est précédé, comme vous le voyez, d'une fontaine horloge, autour de laquelle sont situées, on les voit ici, 12 figures avec des têtes d'animaux qui représentent les 12 signes du zodiaque chinois. Le palais d'été, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, a été pillé en 1860 par les troupes britanniques et françaises dans le cadre de la guerre de l'opium. D'ailleurs, le Britannique qui s'occupait de ça, c'était le fils de Elgin, celui des marbres d'Elgin, qui avait donc emporté les marbres du Parthénon à Londres une génération plus tôt. Et son fils donne l'ordre du dépouillage du palais d'été. Là, j'ai fait un montage photographique qui montre l'état de cette fontaine horloge aujourd'hui. Il faut imaginer qu'il n'y a plus rien derrière le ciel, simplement. Ces têtes montées autour de la fontaine étaient donc des têtes dessinées par Giuseppe Castiglione, un célèbre artiste, célèbre pour les transferts culturels qu'il a opérés. Il était jésuite, italien, qu'il a opéré entre la Chine et l'Europe au XVIIIe siècle. C'est lui qui a été l'artiste de l'empereur de Chine et qui, pour lui, a dessiné notamment le palais d'été. Vous voyez ici la tête devenue bien célèbre depuis 2009, qui appartenait à la collection de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent, la tête de rat. Et puis la tête de lapin, l'autre tête qui appartenait à cette collection, sur 12 têtes d'animaux, ce sont des têtes qui font à peu près cette taille-là, sur 12 têtes d'animaux, la Chine, qui tente de les récupérer, en a identifié ou localisé ou récupéré, je crois, actuellement, et elle est toujours à la recherche de ces objets, elle a dû en récupérer 5 et 7. Elle en a récupéré 5 et 7, 12, 7 sont encore introuvables. En 2009, en février 2009, au moment de la vente Berger Yves Saint-Laurent dans un autre palais, un palais de glace, le Grand Palais, avec toute la symbolique du palais et tout le glamour qui a accompagné, et la publicité mondiale, y compris sur Internet, qui a accompagné cet événement. En 2009, la Chine se mobilise, ou la Chine nationaliste est affectée de cette vente
et les journaux, la presse, la télévision, Internet ont les yeux rivés sur cet événement de portée nationale, disent les Chinois, car ils veulent récupérer cette œuvre, ou en tout cas la retirer du marché, la récupérer pour le Palais d'été. Vous vous souvenez que Pierre Bergé fut menacé de mort, c'est ce qu'on a vu en France. L'émotion était considérable en Chine. Pierre Bergé menacé de mort. À Pékin, l'artiste dissident Ai Weiwei décide à ce moment-là, et inspiré par cette histoire et par le tohu-bohu médiatique qu'elle induit en Chine, propose un projet qui s'appelle une exposition de sculptures historiques, c'est très important, l'exposition des têtes du zodiaque. Exposition historique au sens où Ai Weiwei, dans ce projet, va transformer la translocation patrimoniale en une œuvre d'art elle-même. Toute la question est conceptualisée et transformée en une exposition itinérante qui est l'œuvre d'art. Je vous montre simplement sa démarche. Il fait d'abord reproduire en immense les 12 têtes du zodiaque en bronze sur des tiges qui peuvent être à la fois des baïonnettes mais aussi des arbres de 3 mètres de haut. Et il les fait installer depuis la Biennale de Sao Paulo en 2010 dans plein de villes différentes. Elles ont déjà été elles ne sont pas encore venues à Paris, mais elles ont été à Sao Paulo, j'ai la liste quelque part, New York, Toronto, Londres, vous les voyez ici à Londres, vous les voyez ici à New York, autour d'une fontaine, et vous les voyez ici dans une université américaine en hiver dont j'ai oublié le nom. C'est une partie de l'exposition, donc le grossissement de ces œuvres, le jeu de l'authenticité et de la copie, la question de la présentation publique d'œuvres en fait devenues invisibles depuis un siècle et demi et qui ont été remises en visibilité sur le marché. Et puis, la thématique qui l'occupe, c'est celle de l'instrumentalisation que le régime chinois fait de ces têtes, car lui-même, dissident chinois, considère que le fait de les réclamer pour des raisons nationales est un scandale. Car, dit-il, ces œuvres n'ont rien de chinois, premièrement, c'est des œuvres européennes, faites par un jésuite européen, premièrement, et deuxièmement, l'art circule. L'art a toujours circulé, l'art doit circuler, et ces œuvres, il les fait justement circuler à l'espace, à l'échelle globale. Donc ce n'est pas une posture de réclamation des œuvres, c'est une posture de dénonciation de l'instrumentalisation que le régime chinois fait de la question des spoliations. Et là, on est vraiment dans ce qui nous occupe, c'est-à-dire le va-et-vient entre l'œuvre d'art et les discours qui peuvent leur être infligés. Vous voyez ici l'autre version de l'œuvre, qui est une réplique ou une série de répliques en bronze plaqué or de taille normale de ces 12 objets. Je vous ai montré déjà tout à l'heure la tête du chien, la tête de notre rat national, et la photo de l'équipe de Ai Weiwei qu'on voit là-bas, c'est le gros, après le travail accompli. Dans son blog, qui a été interdit rapidement et qui est maintenant publié sous forme de papier, Ai Weiwei a expliqué pourquoi il considérait que les médias chinois et le régime chinois, en focalisant tant d'attention sur cette histoire de vente de Pierre Bergé, tentaient de faire oublier aux populations chinoises, en quelque sorte, les vrais problèmes, et qu'en essayant d'allumer un problème patrimonial, elle faisait un geste politique contre lequel ils s'insurgent. Évidemment, ces têtes sont elles-mêmes les têtes de Ai Weiwei sur le marché. Elles ont fait il y a un mois à peu près un prix record à Londres, où elles ont été vendues pour la version or, la petite version en quelque sorte, pour près de 4 millions d'euros. Vous voyez ici le type de présentation auquel ça donne lieu. Je résume, je finis, en ayant adopté de manière évidemment frustrante, parce qu'on aimerait s'y plonger davantage dans chaque cas, et puis chaque cas a ces nuances de gris qu'il faut mettre en évidence pour vraiment comprendre la biographie des objets et l'effet qu'elles produisent. Néanmoins, en suivant le parcours, la biographie de 3 objets, l'un en 1800 et l'effet qu'ils ont produit dans les cultures où ils ont été transplantés, l'un en 1800, l'un autour de, c'est-à-dire le jugement dernier de Memling, l'autre en 1900, c'est-à-dire l'art trouvé à Amarna et transféré
à Berlin, et ensuite cette réplique, ce jeu de réplique originale de visibilité mondiale donné aux sculptures du Palais d'été. En suivant ces 3 objets, on comprend combien les discours nationalistes, nationaux qui accompagnent les mouvements sont toujours des discours plaqués, les œuvres elles-mêmes étant, depuis l'origine de l'art, des fruits de fécondation transnationale réciproque, des fruits de mouvements de circulation. Et la réflexion que cela m'inspire pour le discours qui nous occupe et pour ce que nous faisons ici ensemble depuis la semaine dernière, la réflexion que ça m'inspire et qui est liée à la question du musée impassible, du rôle du musée, la réflexion que ça m'inspire, c'est qu'il serait peut-être bon aussi toujours de rappeler combien l'œuvre d'art n'est pas nationale et combien les musées peuvent être considérés en quelque sorte comme les gardiens provisoires, les gardiens temporaires de quelque chose qui est le fruit de la main humaine depuis l'Antiquité ou depuis les origines de l'homme, le fruit unique, la mémoire de l'homme qui n'appartient pas à des nations, qui nous appartient à nous tous et qui doivent être gardés avec autant de soin que possible, mais toujours de manière, on dit en allemand treuhänderisch, je ne sais pas comment traduire ça, comme si on était en garde provisoire par procuration. Les musées seraient les gardiens par procuration de ces œuvres qui appartiennent à l'humanité et qu'il faut, à ce titre, conserver. Je vous remercie. Nous avons admiré encore une fois la richesse des propositions, des sujets que Mme Bénédicte Savoie nous a proposés. Et je crois qu'autour de ces 3 objets, d'une certaine manière, témoins des questions qui sont derrière, on peut ouvrir un débat. De ma part, en venant au dernier exemple tout de suite, il y a une question qui me semble majeure et qu'il faudrait peut-être préciser pour bien saisir le concept de fécondation, c'est que dans le dernier cas, me semble-t-il, il faudrait prendre en charge l'hypothèse de Benjamin, Walter Benjamin, c'est-à-dire quel est le destin de l'objet d'art dans l'ère de la reproductibilité technique, parce qu'on pourrait dire que là, on aurait en réalité, vous avez pris le domaine optimiste, pour ainsi dire, mais on pourrait aussi dire qu'il y a un autre côté, c'est-à-dire le problème immense de la reproduction et donc de la copie, du facsimilé, qu'est-ce qu'il est authentique dans une époque pareille. Vous voyez, c'est aussi, surtout au moment où après cela se met en vente, etc. etc. Les autres 2 exemples me paraissaient rester en deçà de cette question. Et donc, la troisième, me semble-t-il, ouvre un terrain extrêmement compliqué et difficile aussi à saisir dans toutes les conséquences que voilà, cet exemple de Weiwei peut nous proposer. Mais je vous laisse la réponse. Un grand merci. En effet, le 3e exemple ne marche pas exactement bien avec les autres, et c'est pour ça aussi que je me suis permis de le prendre. Je l'ai pris d'abord parce qu'il fait de la question qui nous occupe, des translocations patrimoniales, l'objet de l'œuvre. Partout où elle est exposée, est expliquée toute l'histoire de ces déplacements, du fait que ce sont des œuvres jésuites, etc. C'est ce qui m'a intéressé en premier lieu. En effet, la question du facsimilé, de la copie, est intimement liée, et il me semble aussi depuis l'Antiquité, à ces questions de déplacement, puisque partout où les œuvres manquent, ou souvent quand les œuvres manquent, on l'a évoqué la dernière fois avec l'exemple qui vous paraît catastrophique de la copie des Noces de Cana à Venise, partout où les œuvres manquent, tôt ou tard, ou souvent,
viennent se mettre des copies à la place de l'objet manquant, copies qui finalement, comme vous le disiez, avec ce mouvement de double négation, ne font que crier encore plus fort l'absence de l'original restant ce qu'on veut avoir. Alors là, j'hésite à trop entrer dans le concept de Ai Weiwei, qui me paraît en effet compliqué. Je pense qu'on pourrait le faire avec aussi des spécialistes d'art contemporain que je ne suis pas, mais ce qui m'a intéressé, c'est donc sa manière de... Mais j'ai perdu le fil. Benjamin. Sur la reproduction... Oui, la question qui se pose évidemment et toujours, c'est pas exactement Benjamin la réponse, mais c'est la question de la propriété matérielle ou de la propriété intellectuelle des œuvres, aussi, toujours dans ces questions de déplacement, de patrimoine. Est-ce qu'on peut les avoir intellectuellement, affectivement, scientifiquement, sans les avoir en vrai? Et l'un des grands exemples, c'est la pierre de Rosette, un objet qui a été donc trouvé par les Français, mais que les Anglais leur ont pris, et finalement c'est quand même les Français qui, grâce à la reproduction de cette pierre, grâce à des techniques de reproduction très fines mises en place par les ingénieurs du Caire français, a pu être déchiffré ici, en partie d'ailleurs au Collège de France et puis à l'Institut. Là, la propriété de la pierre matérielle, finalement, n'avait plus d'intérêt, alors que les Anglais, eux, croyaient qu'en ayant la pierre matérielle, ils arriveraient à avoir la propriété intellectuelle aussi. Voilà, alors c'est un exemple qui est un petit peu à la marge parce que ce n'est pas une œuvre d'art, mais ça pose vraiment quand même la question de la copie et de l'original, d'autant que l'original de la pierre de Rosette, d'ailleurs, a été reproduit par les Britanniques, qui l'ont diffusé sous forme de lithographie ensuite en Europe pour se faire aider. C'était Wikipédia avant la lettre. Voilà. Bon. Je n'ai pas exactement répondu à vos questions, mais je pense qu'en effet, vous avez absolument raison de la poser et il faudrait peut-être imaginer toute une séance sur déplacement original et copie, reproduction, etc., sachant que l'idée d'aura d'une œuvre d'art me paraît peut-être trop simple, ou peut-être j'allais dire démodée presque, ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que dans ces questions-là, ce n'est pas le seul outil qui sert à comprendre ce qui se passe. Oui, je l'avais évoqué simplement pour marquer une date. Voilà.